Eh bien, bienvenue à tous. Donc, nous voilà donc dans ce troisième et dernier point concernant donc le chapitre numéro 4. Ce point donc va être consacré à la mobilité et à la gestion des carrières. Alors, la mobilité des salariés se définit par des changements de poste de travail. La gestion des carrières, quant à lui, permet de gérer la relation entre les individus et l'organisation dans la durée. La carrière de chaque salarié est alors appréhendée comme une succession de postes dans la même entreprise ou ailleurs, de recherche d'emploi, de période de formation, de processus d'évaluation, ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir ici, la mobilité, la gestion des carrières va concerner aussi bien les questions de nomadisme, de promotion, de changement d'environnement et de limitation des routines, tandis que la carrière peut être appréhendée de différentes façons. Alors, on peut opposer généralement à la carrière traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va mobiliser à la fois la famille et la vie sociale, qui va avoir des conséquences éventuellement sur le travail, tandis que la carrière telle que vue de nos jours, on va dire la carrière contemporaine, elle sépare un petit peu famille et vie sociale, ou quelque part on a l'impression que fusion au niveau de ces deux villes, notamment avec le télétravail, on voit très bien l'impact de ce type de situation. Alors, la mobilité des salariés, en termes de définition, on l'a rappelé tout à l'heure, mais en termes d'enjeux, comment cela se présente? En termes d'enjeux, il faut préciser que la gestion de la mobilité répond à 2 enjeux principaux. Le premier, ça va être de disposer de ressources humaines nécessaires en s'adaptant bien évidemment à la stratégie et aux contraintes de l'entreprise. Le second enjeu va concerner la fidélisation, la motivation et l'implication des ressources humaines. Ce qui nous amène en fait à distinguer 3 types de mobilité globalement, hein. Donc ici, on va distinguer la mobilité verticale ou promotion, de la mobilité horizontale, puis après de la mobilité d'environnement. Nous allons chaque fois essayer d'illustrer un peu cela par de petits exemples qui peuvent vous parler rapidement. Alors donc la mobilité verticale ou promotion, elle se caractérise principalement par les évolutions hiérarchiques des salariés. Elle est perçue comme une progression dans le cadre d'un métier ou d'une fonction. Souvent, mobilité verticale et carrière sont souvent, on va dire, synonymes, ce n'est pas forcément automatique, mais en général, évolution de carrière est associée à ce sens-là. Si on prend par exemple le cas d'un comptable, d'un assistant comptable en bac plus 2 maximum, c'est-à-dire après quelques années d'expérience, il peut devenir comptable entièrement, voire chef comptable. Alors pour évoluer vers expertise comptable, ça demandera de faire beaucoup plus d'études supplémentaires. Maintenant, la mobilité horizontale. La mobilité horizontale, en fait, il s'agit de changer de fonction ou de métier sans changement de niveau hiérarchique. Alors, on parle aussi de mobilité professionnelle ou fonctionnelle. C'est l'exemple de quelqu'un en fait, qui passe d'un poste de commercial sur un poste fixe dans le service marketing, par exemple, et il passe maintenant dans un service achat. Donc, il va être toujours au même poste commercial, simplement, il va passer de marketing, on va dire, à achat. Enfin, troisième et dernier type de mobilité, si on va regrouper un peu les choses ici, on va parler de la mobilité d'environnement. Alors, la mobilité d'environnement consiste en un changement de lieu géographique en conservant, on va dire, la même fonction et le même niveau hiérarchique. On parle aussi en fait de mutation. Toujours dans cette lancée, donc si on change par exemple point de vente, on reclasse par exemple dans une autre usine, la même personne, on va dire, même job, même fonction, même poste, simplement on change de lieu géographique par exemple. Ça appelle ça aussi la mobilité géographique des fois, hein. De la même façon, qu'on continue dans ce cadre-là, ce que l'on peut retrouver, c'est que la question de la mobilité internationale, puisqu'on change d'environnement international. C'est une forme de mobilité d'environnement, en fait. Elle concerne le plus souvent la gestion des cadres dans les grandes entreprises. Vous voyez, Total, par exemple, qui va chercher à prendre un grand cadre, qui va bouger, faire voyager dans un autre pays pour faire ou bien une mission ponctuelle, ou alors complètement y rester pendant pas mal d'années, on va dire. Donc, si je garde mon exemple, là, Renault va demander à ses ingénieurs, par exemple, des usines françaises, de travailler temporairement à la mise en route d'usines en Russie, en Afrique, en Amérique du Sud.
Dans ces cas, on parle plutôt de mobilité internationale. Change d'environnement et observer aussi généralement cette logique de promotion dedans. La mobilité d'environnement, en fait, peut s'organiser à l'extérieur de l'entreprise, notamment via des mises à disposition ou détachement de salariés, si vous voulez. Même si la question du détachement est une question épineuse, hein. On peut voir si les émissions de Cache Investigation, j'ai trouvé sur France 2, qui sont quand même assez épineuses. Alors, si on a le temps, on peut en parler, montrer ces différentes vidéos-là, à voir. Mais on parle généralement là de mobilité externe. Alors, comment on peut gérer la mobilité? Comment peut-on gérer la mobilité, à dire, alors, de façon générale, il y a deux manières de gérer la mobilité. À minima, il s'agira de réagir aux besoins de l'entreprise et aux demandes des salariés. C'est l'approche la plus courante. Et par exemple, par le biais des entretiens annuels d'évaluation, par certains entretiens professionnels, on peut réussir à avoir cette notion-là. Parfois, au lieu d'attendre simplement des besoins de l'entreprise et aux demandes des salariés, on peut passer par des approches qu'on appelle des approches plutôt volontaristes. On l'a évoqué dans le point précédent. On va anticiper en fait les évolutions à venir via la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, voilà les deux façons de gérer la mobilité dans une entreprise. Il convient toutefois de déterminer des critères en répondant aux questions suffisamment précises et claires. On peut par exemple chercher à répondre dans cette mobilité, dans la gestion de cette mobilité des salariés. On doit répondre à des questions comme par exemple, combien de temps souhaite-t-on laisser une personne sur un poste de travail? Quelle est la proportion visée de personnes mobiles? Quels sont les postes et les personnes concernées par la mobilité? Voilà, quelques questions que l'on peut se poser. Alors, ces mobilités sont aussi régies par un ensemble de contraintes légales, hein, pas forcément par le biais des logiques volontaristes, hein. La notion de GPEC déjà lui permet d'obliger les entreprises de plus de 300 salariés à absolument faire l'approche GPEC et à proposer un ensemble de choses. Donc, ces mobilités sont aussi régies donc, par ce que j'ai dit, un ensemble de contraintes légales. L'entreprise peut souhaiter, par exemple, utiliser la mobilité des salariés en cas de réduction d'une de ces activités. Alors, les mobilités géographiques ici sont fonctionnelles des salariés, lui donnent de la flexibilité pour s'adapter aux aléas du marché. Parce que vu qu'il y a un peu de tension et le contexte sanitaire aujourd'hui, ce n'est pas évident. Ou parfois même d'une fermeture d'usine. Alors, bien évidemment, si ce n'est pas une stratégie où on ne fait pas trop attention donc, au devenir des salariés, ça c'est une autre situation, c'est un autre problème. Mais en général, c'est ce qu'on doit regarder. Par exemple, lorsqu'on fait une mobilité collective, c'est des situations comme ça qui peuvent être utilisées. Alors, nous allons parler de la gestion des carrières. Alors, quand on parle de gestion des carrières, on peut voir ça un peu sous forme de projet. Nous avons évoqué rapidement au début que la gestion des carrières permet de gérer la relation entre les individus et l'organisation dans le temps, dans la durée, on va dire. Donc, la carrière de chaque individu doit absolument être appréhendée comme une succession de postes, hein, qui s'enchaînent. Parfois, les recherches d'emploi qui n'aboutissent pas encore, mais qui finissent par aboutir. Les périodes de formation aussi à intégrer progressivement. Au départ, c'était uniquement la carrière était considérée comme étant des successions de postes au sein d'une même organisation. On ne s'occupait pas de l'individu dans toute sa vie professionnelle ou d'activité. Donc ici, il faudra commencer par des facteurs qui peuvent influencer les carrières, ensuite passer par les différentes étapes de la gestion des carrières, comme un projet. Donc il y aura forcément au départ donc, une planification, une mise en œuvre, un suivi. Voilà. On va souvent commencer avec ça. Donc les étapes comme les outils selon chaque étape vont tenir compte de ces différents éléments. Là, trois étapes importantes: planification, mise en œuvre, évaluation et suivi des carrières. Donc, on va commencer avec les facteurs d'influence des carrières. Alors, parmi les facteurs qui peuvent influencer les carrières, on peut distinguer les facteurs internes de ceux qui sont externes. Donc, ici, on va considérer comme facteur interne la taille de l'organisation, la stratégie des ressources humaines qui est mobilisée, la structure de l'organisation. On l'a dit dans votre cours d'introduction au management, ça a été évoqué, le taux de croissance de l'organisation. Concernant les facteurs externes, il faudra distinguer les données démographiques, le contexte économique et technologique, le système éducatif et, bien évidemment, les aspirations individuelles qu'on ne peut pas donc fuir parce que les individus vont chercher absolument à ce que cela se fasse à la mesure du possible.
Donc, maintenant, les différentes étapes et les outils de la gestion des carrières, on va les aborder. Donc, concernant les différentes étapes, comme un projet, je l'ai dit tout à l'heure, il faut une planification, une mise en œuvre et un suivi et évaluation de la chose selon, bien évidemment, le temps passé. Concernant donc les différentes étapes dans la gestion des carrières, qu'est-ce qu'il faudra prendre en considération? C'est que dans la phase de planification, il faudrait absolument une réflexion stratégique et un développement d'une démarche proactive. Quand on dit proactive, c'est qu'en fait, on va repérer des éléments à potentiel auxquels on va proposer un plan de carrière. On ne va pas attendre déjà de faire subir aux gens les choses. On va faire une revue de potentiel, ce genre de choses qui permettent normalement de pouvoir appréhender un petit peu la chose. Ensuite, dans la mise en œuvre, on va décider ensemble des actions, par exemple, à mettre en place, à mener, qui vont permettre une croissance professionnelle de ces individus-là qu'on a identifiés dans la phase de planification. Enfin, il faudra maintenant s'assurer que tout se passe bien dans la mise en œuvre et donc forcément la troisième étape va être le suivi, l'évaluation et le suivi pour voir si réellement ce qui a été conçu est réellement en train d'être mis en œuvre, ou s'il y a des écarts, comment il faut bien évidemment prendre cela en considération. Donc cela va passer par le biais d'évaluations régulières qui vont permettre de faire le point et éventuellement des propositions qui permettront de pouvoir avancer sur cette affaire. Alors, dans les différents outils qu'ils ont mobilisés en général, dans le cadre de la planification, il faudra mobiliser les plans de carrière, les référentiels métiers, etc., etc. Concernant la mise en œuvre, il faudra faire des bilans de compétences, les comités de carrière, les bourses d'emploi, les cellules d'orientation, les forums des métiers. Je vais illustrer dans les deux diapos qui suivent, on voit le tableau qui va essayer de synthétiser ces deux choses-là. Vous laisserez la liberté donc, de pouvoir les lire calmement. Donc, pour l'évaluation et le suivi, il faudra faire des entretiens professionnels, les entretiens annuels d'évaluation. Tous ces outils, tous ces moyens vont permettre notamment d'avoir un suivi correct. Alors, parmi ces outils-là, j'ai parlé de plusieurs outils, hein, comme ici, là, et donc là, quelques exemples rapidement. Les bourses de l'emploi. Donc, concrètement, ces bourses informent sur l'ensemble des emplois à pouvoir, donnent des connaissances précises et fiables des opportunités à saisir au sein de l'entreprise et vont mettre à jour des informations avec une périodicité satisfaisante. Après, il y a les forums des métiers. Vous en avez fait un il y a quelques semaines et on a invité des professionnels qui ont essayé de partager suffisamment leurs expériences avec vous. Hein, donc, on met à disposition des cartes métiers. Je vous ai demandé au S1, dans le cadre des PPP, de mettre en place aussi des cartes métiers selon un certain nombre de métiers qui vous auraient bien plu. Et puis, les cellules d'orientation, les revues de personnel ou comités de carrière. Je vous laisse la liberté, bien évidemment, de voir ce qu'on attend, ce qu'on voit dedans. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la recherche, vous regarder un peu sur Internet. Il y a des sites maintenant qui sont de plus en plus spécialisés, le site de l'ONICEF ou autres, qui permettent d'avoir les informations par rapport à cela. Donc, j'en ai fini avec ce point et donc avec ce chapitre 4. Nous allons nous voir donc prochainement pour le chapitre 5 concernant les politiques de rémunération. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt.